Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. On ne compte plus les fois où vous nous avez écrit et sollicité pour faire cet épisode. On ne sait pas combien de fois on a essayé de l'organiser, à combien de portes on a toqué pour souffler notre demande. Un épisode avec le cavalier de concours complet qui aura marqué sa génération, notre génération. Celui qui est aussi à l'aise en selle qu'inconfortable sur la scène médiatique, celui qui accepte toutes les sélections et tous les challenges sportifs mais qui refuse la plupart des interviews, parfois les nôtres. Son nom, vous le connaissez tous, évidemment, Nicolas Touzin. Nicolas, le fils de Jean-Yves, le neveu de Thierry, Nicolas le multi-médaillé, le petit génie du CCE, le champion olympique, le champion d'Europe, le seul Français à avoir remporté le mythique CCI 5 étoiles de badminton. Ne vous méprenez pas, pour enregistrer cet épisode avec Nicolas, il nous a fallu ruser un peu. Quelques jours avant Équitalion, on a posé une carte joker sur la table et on a sollicité notre partenaire du mois, la Maison Forestier, pour nous aider à organiser cette rencontre. Et quelle rencontre ! Car à son partenaire, en qui il a 100% confiance, Nicolas a dit oui. Et s'il est discret, ce n'est pas par manque d'idées ou d'histoires à raconter. Pendant 1 heure, on l'a invité à nous livrer cette histoire, à nous parler de sport, de pression, de risques et de joie partagée. D'habitude, à cet endroit-là de l'introduction, je vous glisse un petit « j'espère que cet épisode vous plaira ». Mais cette fois, pas besoin, car je le sais, vous allez l'adorer. À Nicolas, merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir confié cette histoire. Et à vous tous, très belle écoute. Bonjour Nicolas Touzin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rigole parce que ce n'est pas la première fois qu'on essaye de vous avoir à ce podcast. Ce n'est pas la première fois que vous nous dites non, 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 non. Et puis là, aujourd'hui, vous n'avez pas le choix et je suis bien contente de ça. Donc, merci parce que c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir ici, dans ce podcast. Vous faites partie des légendes de notre sport et des légendes du concours complet, évidemment. Vous êtes une figure incontournable même de l'équitation française. Vous venez d'une famille qui est profondément ancrée dans cette discipline. Votre père, Jean-Yves Touzin, était triple champion de France de concours complet. Vous me dites si j'ai tort. Hein. Pour le moment, tout va bien. Et votre oncle, Thierry Touzin, entraîneur fédéral, qui a marqué aussi évidemment l'histoire du concours complet, qu'on ne présentera même pas maintenant. Lui aussi, on l'aura un jour dans le podcast, d'ailleurs. Il viendra raconter son histoire. Mais bref, à 22 ans, Nicolas Touzin, vous devenez champion d'Europe individuel. Ça a été un titre assez historique pour vous, puisque vous étiez le plus jeune cavalier à décrocher ce titre-là. Quelques années plus tard, vous entrez définitivement dans l'histoire en remportant le mythique Badminton Horse Trial en 2008. Et puis, au fil de votre carrière, vous avez représenté la France, notamment à 7 Jeux olympiques consécutifs, ramenant 3 médailles par équipe, l'or à Athènes en 2004, le bronze à Tokyo en 2020 et l'argent à Paris, évidemment, en 2024. Et puis, il y a eu des chevaux qui ont évidemment marqué votre carrière, mais on va en parler, je ne vais pas les citer maintenant, j'aimerais que vous nous en parliez. Pour commencer cet épisode, on aimerait vraiment que vous fassiez ce que vous préférez, nous parler de vous, me dire un peu qui vous êtes, quelle est votre personnalité, comment est-ce que les gens pourraient vous décrire, quels sont vos principaux traits de caractère, vos qualités, vos défauts. Donc voilà, déjà, ça commence pas très bien, il faut que je parle de moi, c'est pas ce que je fais de mieux. Mes traits de caractère... je pense plutôt discret, plutôt réservé, plutôt compétiteur,
C'est vrai que ce qui me motive, c'est la compétition et les résultats. Voilà, je suis passionné par ce que je fais, attaché à la relation humaine. Voilà, c'est ce qui me plaît dans mon métier de cavalier. Avec chaque cheval, c'est une histoire différente, des propriétaires différents, des objectifs différents à chaque fois qu'on remet en route chaque saison, et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me motive. Voilà. Alors, il y a quelques minutes seulement, on était un peu plus loin dans le salon, en enregistrement avec un certain Martin Fuchs. Et c'est drôle parce que quelque part, s'il y a deux noms issus d'une immense tradition familiale, c'est bien les vôtres. La famille Fuchs dans le saut d'obstacle et la famille Touzin au concours complet. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle. J'aimerais bien savoir ce que ça fait de naître dans la famille Touzin. Comment ça s'est passé pour vous, les tout débuts? Est-ce que vous vous souvenez même de votre premier souvenir? Enfin, est-ce que vous vous souvenez même de votre premier moment à cheval ou avec un cheval, ou est-ce que c'est tellement ancien, tellement vieux que vous avez pas ce souvenir? Alors, j'ai pas le souvenir, mais j'ai la photo et j'ai trouvé ça assez significatif. Je rentre de la maternité, j'ai quelques jours, et mon père me pose sur un poney. Il m'avait déjà acheté un poney à ma naissance. Et il me pose sur le poney, et j'ai cette photo-là qui me fait beaucoup sourire, parce que pour moi, ça voulait dire beaucoup. Il avait envie, prévu que je monte à cheval. Et malheureusement pour lui, ça ne s'est pas passé comme ça au départ, puisque très vite, j'ai pris le football et le tennis comme passion. J'étais très attiré par la compétition de mon père. Je le suivais en concours, je suivais les résultats, tout ça, ça me plaisait, mais je n'avais pas envie de monter dessus. J'avais peur en plus. Parce qu'à chaque début de grandes vacances d'été, il m'achetait un poney en espérant que je me mette le pied à l'étrier. Pour lui faire plaisir, je montais 2-3 fois, je tombais et j'arrêtais tout de suite. Et ça s'est répété pendant plusieurs années. Et puis en fait, un jour, je crois que j'avais 11 ans déjà, j'ai fait encore la même expérience, sauf que là, j'ai pris confiance avec le poney qu'il m'avait trouvé, ça m'a amusé. Très vite, il m'a emmené en concours et le chronomètre m'a motivé, et puis c'est parti comme ça. Est-ce que vous avez eu quelque part le choix de faire une carrière dans un autre sport, d'imaginer une vie autrement, ou est-ce que vous étiez tellement sur des rails, tellement dans un bateau qui allait dans une direction que vous aviez finalement pas vraiment même l'espace de penser à une autre vie que celle-ci? Si, parce que là-dessus, mes parents ont été super, parce qu'ils m'ont toujours évidemment proposé l'équitation, parce qu'on habitait dans un haras, j'avais ça sur place tous les jours. Mais en même temps, c'est moi qui ai pris la décision de me lancer, et d'abord d'arrêter le tennis et puis ensuite d'arrêter le foot 6 mois après. Mais ils m'ont forcé à rien. C'est vrai que si je m'étais lancé sur autre chose, ils m'auraient suivi comme ils ont toujours fait. Maintenant, c'est moi qui ai décidé ça, et c'est vrai qu'ensuite, ils m'ont en tout cas apporté toutes les facilités et l'encadrement et l'aménagement qu'il fallait pour progresser rapidement, quoi. Alors du coup... Vous avez commencé à quel âge? 11 ans. 11 ans. C'est sur le tard quand même. Hein. Exactement. Quand on est multiple champion olympique, c'est pas si commun d'être... Non, c'est assez tard. Après, comme je disais, ça a été très vite après. Le fait d'avoir tout sur place, contrairement à des jeunes qui montent une fois la semaine dans le centre équestre. Moi, quand je me suis lancé, voilà, tous les soirs, je jetais le cartable et j'allais monter un cheval ou deux après l'école tous les jours. Et comme mon père faisait aussi pas mal de commerce de chevaux, il y avait toujours beaucoup de chevaux différents qui défilaient aux écuries. Et comme beaucoup de sports, c'est la pratique qui fait qu'on progresse et qu'on avance. Et c'est vrai que j'avais forcément l'encadrement et les facilités pour beaucoup pratiquer quand je me suis décidé, et j'ai avancé rapidement. Quand on est dans une famille de cavaliers et de champions aussi, qu'est-ce que ça inculque comme valeur quand on est jeune et qu'on commence ce sport à haut niveau? Qu'est-ce que votre famille, votre oncle, votre père vous a inculqué pratiquement en premier? Moi, ça a toujours été le respect du cheval. C'est vraiment, que ça soit Thierry ou Jean-Yves, c'est vraiment des choses qui m'ont toujours inculqué dans tout, dans le travail, dans la préparation, dans les programmes des chevaux, dans les choix des épreuves. Ça a toujours été la priorité à la santé, au physique et au mental du cheval. Ça a toujours été par rapport à ça qu'on a tout fait. Et c'est vraiment ce que j'en retiens. Comment est-ce qu'on définit dans la famille Touzin le fait d'être un homme de cheval?
Quelle définition vous en donneriez-vous par rapport à tout ce que vous avez appris aux côtés de votre père, aux côtés de votre oncle ? Pour moi, c'est, comme je dis, c'est le respect du... Encore une fois, je vais parler du respect du cheval, du respect de l'animal. C'est des athlètes, c'est des vrais athlètes. C'est toujours pour... Voilà, moi, vraiment, l'idée, c'est vraiment de dire que c'est eux qui décident, c'est pas nous, quoi. On doit être à leur écoute pour tout. Tout à l'heure, on parlait de compétitivité, de mental avec Martine, et je lui demandais si c'était quelque part inné, s'il avait dû le travailler, si c'est quelque chose aussi qui lui avait été, entre guillemets, transmis par sa famille, à force d'encouragement, à force de confiance en lui. Et il disait, en fait, c'est drôle et c'est même bizarre de dire ça, mais moi, je me suis jamais demandé si j'allais faire les Jeux. J'ai toujours su que je ferais les Jeux. Enfin, c'était une évidence. Tout le monde savait qu'un jour, j'allais faire les Jeux et ça n'a jamais été ni une option, ni une question. Est-ce que c'était pareil chez vous ? Est-ce que vous saviez qu'en fait, vous allez faire du haut niveau, faire des championnats, avoir des médailles parce que c'était juste le chemin évident Non, moi, ça, j'ai pas vécu. En tout cas, c'est pas mon ressenti aujourd'hui. Moi, bon, voilà, c'est vrai que les deux, que ce soit mon père ou mon oncle était toujours plus sur l'entraînement, la technique, le programme de concours, et puis mon père était beaucoup plus sur la motivation et l'esprit de gagne et la compétitivité, vraiment. Ça, donc à eux deux, ils m'ont vraiment formé, encadré dans ce sens-là. Maintenant, les résultats, les championnats, les médailles sont arrivés à moi, mais par envie de compétition, par envie de gagner le dimanche, quelle qu'elle soit en fait. C'est vrai que moi je donne aussi un exemple marquant. Mon père aujourd'hui a 77 ans, mais il y a 71 ou 72, il montait encore en compétition de saut d'obstacle pour le plaisir. Mais il faisait encore des 1m5, des 1m10 contre des enfants de 14-15 ans, et il faisait la course au barrage, et son objectif c'était d'être devant et d'être sur le podium dans ces épreuves-là. Et je trouve que c'est très significatif. Il partait avec sa jument et son petit camion faire la 105 du coin jusqu'à 71 ans, 72 ans, et pour moi ça en dit long sur l'état d'esprit, mais qu'il faut avoir pour être compétiteur, quoi. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, oui, j'ai gagné des belles épreuves, mais ce qui nous anime, c'est la préparation, l'objectif, atteindre un objectif, que ça soit la 1m5 d'Angers-Cornet à côté de chez nous ou les Jeux Olympiques, l'état d'esprit est le même. Voilà. Est-ce que, Nicolas, vous pourriez revenir un peu sur les grandes étapes de votre carrière, celles qui vous ont amené où vous en êtes aujourd'hui, vraiment peut-être tous ces petits moments où vous avez acquis encore plus d'expérience, de compétences, et puis qui ont été vraiment significatives? Alors ça, c'est pas évident comme question. Je vais vous faire rembobiner. Ouais. Non, je parle beaucoup de mon père et de mon oncle au démarrage. Ensuite, j'ai eu surtout beaucoup de chance de récupérer monsieur et madame Girard-Clodon, qui étaient les propriétaires de mon père et de mon oncle avant que je monte à cheval, qui étaient les propriétaires de leurs chevaux, qui avaient arrêté en même temps que mon père et mon oncle ont arrêté de monter, et qui sont revenus vers nous quand j'ai commencé à pointer le bout de mon nez en compétition. Et donc, pour moi, ça c'est aussi les personnes pour moi très marquantes dans ma carrière, c'est ces gens-là qui sont malheureusement décédés aujourd'hui, mais qui étaient les propriétaires donc de Galante Sauvagère et d'Hidalgo de Lille, qui sont les deux chevaux. C'est pareil, c'est pas facile pour moi de donner des noms de chevaux en particulier. Maintenant, ces deux-là ont évidemment une place particulière pour moi, puisque ça a été le démarrage de ma carrière et mes premiers succès importants. Et comme j'ai souvent dit, si j'en suis là aujourd'hui, c'est principalement grâce à eux au départ. Donc voilà, la première étape, mon père, mon oncle. La deuxième, monsieur et madame Girard-Clodon, et les chevaux qu'ils ont pu m'amener. Et puis ensuite, je ne vais pas citer tous les partenaires, les propriétaires qui m'ont aidé à arriver jusque-là, mais c'est un enchaînement de plein de choses. Et donner des étapes précises, comme je dis, ça fait déjà un certain nombre d'années que je fais ça.
Voilà, mais moi je suis aussi très attaché sur l'entourage. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup cet exercice de raconter ma vie, parce qu'on parle de moi, mais tout autour, il y a mon père, il y a mon oncle bien sûr, mais ma mère a eu son rôle, elle l'a toujours, ma femme a aussi son rôle aujourd'hui, mes enfants ont pris beaucoup de place, mes propriétaires actuels, je veux dire, j'ai eu la chance de croiser beaucoup de gens et avec qui je travaille en confiance. Mes partenaires, mes sponsors, la Maison Forestier par exemple, ils sont nombreux et pour moi c'est un enchaînement de toutes ces choses-là, d'opportunités, de croiser des gens et voilà, j'ai 45 ans, j'espère avoir encore quelques belles années devant moi. C'est sûr que, comme je dis, j'en ai sûrement fait plus que je ne vais en faire, ça c'est certain, mais j'espère vivre encore quelques beaux moments sportifs, mais aussi des bons moments humains, parce que pour moi, je suis très attaché tout autant à ça que la relation que j'ai avec mes chevaux. Vous le disiez, vous êtes très fidèle et ça se ressent aussi quand vous parlez, fidèle à vous-même, fidèle à vos chevaux, à vos racines et à vos propriétaires, à vos partenaires. Et pour autant, dans la vie d'un cavalier, et ça c'est quelque chose que vous avez dit dans une interview, c'était en 2020, qu'il y a des phases en fait dans la vie d'un cavalier, des phases où on a plus ou moins de chevaux, des phases où on a un piquet plus ou moins prêt pour le haut niveau. Comment est-ce que vous avez réussi à jongler au fur et à mesure des années entre ces périodes où vous avez tout un piquet de chevaux prêt à aller sauter les plus gros championnats, les JEM, les Jeux Olympiques, et puis toutes ces périodes aussi où on est un peu moins présent sur la scène internationale, où il faut reconstruire, où il faut presque repartir à zéro, rebâtir un système. Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous avez eu des moments où vous vous êtes dit, en fait, ça se trouve, je vais pas retrouver le chemin vers les podiums que j'ai eu à l'époque? Ça, je pense qu'on est dans un sport, je ne connais pas bien les autres sports, mais on est dans une remise en question permanente. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est évident que quand on a un petit peu moins de résultats, on se pose des questions. En tout cas, moi, encore une fois, je me pose des questions, même si on dit non, c'est pas grave, c'est normal, ça reviendra. Ce qui me permet, je crois, d'être encore dans le coup aujourd'hui et puis réussir à me projeter un peu encore dans l'avenir, c'est justement cette remise en question permanente. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est les chevaux qui font le programme et qui décident. On a des bons cavaliers, il y en a beaucoup. Maintenant, c'est le système, la mise en place d'un système et le renouvellement des chevaux. Donc moi, j'ai été aussi élevé, éduqué par mon père à acheter des jeunes chevaux et à les fabriquer. Ça, je pense que c'est un vrai point fort. Donc j'ai jamais arrêté. Je suis encore en train de choisir des 3 ans là cet hiver. Donc parce que c'est comme ça que je les choisis jeunes, je les fabrique, et puis il y en a qui arrivent à haut niveau et d'autres qui s'arrêtent avant, mais c'est tout un système, et des moments de doute on en a forcément, mais c'est ce qui nous permet justement de rester dans le coup et de se remettre en question et de toujours se poser les bonnes questions. Maintenant je trace ma route, je profite des bons moments, et puis c'est vrai qu'avec l'expérience je vis mieux les périodes un petit peu difficiles parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et je sais que si je garde ma ligne de conduite, ça doit revenir derrière. Mais c'est pas toujours, c'est facile à dire, mais quand on est dedans, comme on dit, quand on est dans le creux de la vague, on n'est pas forcément très serein. Justement, aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes organisé au cours des années? Donc, vous avez sans doute dû apprendre à créer toujours des piquets de chevaux, des relèves pour pouvoir continuer le sport. Vous nous parliez de chevaux de 3 ans. Vous avez vos propriétaires. Comment est-ce que tout ça fonctionne dans votre système actuel? Moi, aujourd'hui, je suis organisé avec une vingtaine de box dans une structure que j'ai créé il y a 4 ans maintenant, donc vraiment avec des belles installations fonctionnelles où j'ai réduit le nombre de chevaux. Quand je travaillais avec mon père, on avait une 40aine de box, donc c'était différent. Là, j'ai réduit un petit peu pour vraiment être concentré sur mes chevaux de compétition. Et puis mon objectif, c'est d'avoir toujours 2-3 chevaux à haut niveau, et puis une dizaine de jeunes chevaux derrière en formation. Et puis il y a ceux qui se blessent, il y a ceux qui ont des limites techniques, physiques, qu'on oriente pour du commerce, pour des cavaliers amateurs ou étrangers, pour un niveau
important. Mais encore une fois, chaque cheval a sa place. Et j'aurai toujours le même discours, c'est qu'il faut être à l'écoute des chevaux et les mettre au bon endroit. Donc évidemment, ceux que je choisis à 3 ans, je les imagine aller loin, mais c'est avec le temps et le travail qu'on se rend compte des limites. Et ensuite, c'est de les mettre au bon endroit. Et mon travail, ça consiste à ça, quoi. Avec qui est-ce que vous travaillez au quotidien ? Est-ce que vous avez des personnes qui vous accompagnent dans toutes les disciplines ? Est-ce que vous avez des personnes qui vous accompagnent peut-être même en complément sur de la préparation mentale, préparation physique ? Votre ligne de conduite, elle est guidée par qui aujourd'hui ? Moi, j'ai toujours beaucoup bénéficié de l'encadrement fédéral, puisque le pôle France était à Saumur. Moi, j'habite à 1 heure, donc ça a toujours été assez facile et accessible pour moi. Et puis les personnes qui ont travaillé depuis des années m'ont toujours convenu. Donc encore une fois, sans donner de nom, mais depuis le début de ma carrière, j'ai beaucoup bénéficié principalement bénéficié de ce staff-là. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Même donc toutes les personnes ont changé en début d'année, mais je travaille principalement avec le staff fédéral. Alors justement, Nicolas, vous êtes indéniablement un cavalier d'équipe. Est-ce que c'était important pour vous ? Est-ce que ça a toujours été important pour vous de porter la veste de l'équipe de France ? Est-ce que ça a aujourd'hui encore une saveur particulière de représenter la France dans des grands championnats, plus qu'en individuel ? C'est sûr que ça fait partie de mes motivations principales. Moi, j'ai toujours été pour l'équipe de France avant tout. C'est aussi ce que m'a inculqué mon oncle en tant qu'entraîneur. Ça a toujours été son discours. La priorité a toujours été à l'équipe. Et ensuite, à l'individuel, si ça se présente. Mais il a toujours fonctionné comme ça. Moi, j'ai été éduqué, élevé, et fabriqué dans ce sens-là. Mais c'est aussi quelque chose qui me convient, qui me motive encore aujourd'hui. Et c'est vrai que la Marseillaise, c'est une chanson, c'est une musique qui me plaît bien. Vous avez été titulaire dans plein de Jeux Olympiques. Vous avez par contre été remplaçant aux Jeux Olympiques de Rio. Quel souvenir est-ce que vous gardez ? Parce que ça devait être un peu particulier pour vous qui avez toujours représenté la France en première ligne, d'être là pour soutenir vos coéquipiers et d'avoir peut-être une place un tout petit peu en retrait dans cette équipe de France. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu, comme je dis, avec le recul. Je pense qu'à la fin de ma carrière, j'aurais eu le droit à toutes les casquettes, donc et à tous les souvenirs, tous les résultats. Je l'ai bien vécu parce que je me sentais à ma place. C'est toujours pareil, quand on est conscient je me sentais à ma place par rapport au cheval que j'avais cette année-là, par rapport aux résultats que j'avais eus et par rapport aux cavaliers qui étaient devant moi dans la sélection. Et ça, je pense que c'est pour comprendre les choses, pour bien le vivre, faut déjà être conscient de ça. Et c'est pas toujours le cas dans les sélections, et je trouve que c'est un bon exemple parce que ça n'a pas été toujours facile pour moi, surtout au début de ma carrière, d'avoir mon oncle comme entraîneur dans le cadre des sélections. Mais l'exemple de Rio en est un bon parce que j'étais pas dans les 4, j'étais le 5e, j'ai fait le voyage, j'ai fait la visite vétérinaire et puis ensuite je les ai regardés dans les tribunes et ils sont champions olympiques sans moi et c'est très bien et j'en étais très fier parce que c'était formidable pour la discipline et pour la France et voilà. Mais je trouve que c'est un bon exemple et je me dis même si j'aurais préféré évidemment être avec eux, je l'ai bien vécu parce que j'estimais être à ma place. Voilà. Justement, vous dites que c'est pas toujours facile quand on est cavalier, que le sélectionneur c'est son oncle. Pourquoi c'est pas facile ? Est-ce que c'est la place qu'on a vis-à-vis des coéquipiers ? Est-ce que c'est la relation avec ce sélectionneur qui prend tour à tour la casquette de oncle et entourage très proche et celui de sélectionneur beaucoup plus éloigné quelque part, beaucoup plus juste. Est-ce que c'est vous, vis-à-vis de vous-même, la pression supplémentaire que vous vous mettez pour mériter vos sélections, pour avoir le sentiment peut-être de devoir redoubler d'efforts pour justifier une sélection, la légitimité d'une sélection ? C'était vraiment le cas au début de ma carrière, avant que je sois légitime de par mes résultats. Et c'est vrai que les premières sélections, mais ça, il faudrait que vous ayez
l'occasion de poser ces questions-là à Thierry directement. On y compte bien. Mais c'est vrai que c'était pas facile pour lui et pour moi non plus par rapport aux autres cavaliers. Donc je pense qu'au départ, au début de ma carrière, il était certainement un peu plus exigeant dans les résultats par rapport aux sélections avec moi. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, de mes résultats, j'avais moins besoin de prouver certaines choses. Mais j'ai quelques souvenirs au début de ma carrière assez difficiles par rapport à ça, oui. Et à l'inverse, les moments de performance, les moments de joie, les victoires, les médailles, c'est décuplé, c'est encore plus fort parce que c'est vécu avec le gang de l'intérieur, avec la famille. Je pense qu'on a toute notre carrière, enfin toute la carrière de Thierry, il a toujours fait bien c'est d'ailleurs assez rigolo comme relation parce qu'on a depuis cette année une relation que je trouve différente. Mais il a toujours changé de casquette régulièrement avec moi, il a toujours respecté ça. Et il est toujours resté dans son rôle d'entraîneur, sélectionneur. Et moi, il a toujours essayé de me considérer comme un des autres cavaliers dans le cadre de son travail. Et en revanche, bien évidemment, on se voyait en dehors de tout ça dans un cadre familial. Et il prenait toujours une autre casquette, même si je pense que l'exercice n'a pas été facile pour lui par rapport à moi dans sa carrière d'entraîneur. Mais je vous dis, ça s'est beaucoup atténué au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, il est plus sélectionneur et vous disiez que votre relation a changé. Elle a changé dans quelle direction ? Elle a changé dans le sens où évidemment son rôle n'est plus le même. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on n'a plus que la relation familiale et sportive et technique, puisqu'il reste entre guillemets mon entraîneur privé et mon conseiller technique. Parce que je ne changerai pas, j'ai fonctionné comme ça depuis toujours, donc je resterai comme ça pour les années qui me restent à faire. Mais évidemment, la relation est différente et j'ai quand même le sentiment, on s'en rend compte, on en parle aussi avec ma femme, qu'on a le sentiment de le découvrir un peu différemment et c'est plutôt même très agréable, je trouve, par rapport au fait qu'il soit plus, comme il dit, qu'il soit plus aux affaires. Je reviens un tout petit peu en arrière sur ce qu'on disait et je voulais juste revenir sur Rio et votre place de remplaçant et ce que vous avez dit juste avant. Vous êtes, en tout cas votre rôle, votre place dans l'équipe de France me fait forcément penser à un Kevin Stott dans Saut d'obstacle. Vous avez un peu le même profil. Kevin est un pilier évidemment de l'équipe de France de Saut d'obstacle et il a, je crois en tout cas, à cœur d'avoir le rôle aussi de conseiller, de formateur quelque part, d'accompagnant pour la plus jeune génération. Est-ce que vous vous voyez aussi un peu comme ça ? Jusqu'à maintenant, pas vraiment, parce que alors c'est plus aussi dans ma nature. Moi, je suis pas, j'ai déjà des doutes personnel à gérer, et donc je suis pas très, même pas du tout donneur de leçons. J'estime que chacun fait de son mieux avec son encadrement et tout ça. Donc jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop ce sentiment-là, mais je me sens dans une, ça j'y peux rien. Je l'ai constaté particulièrement cette année. Que les cavaliers viennent de plus en plus vers moi, en tout cas les plus jeunes. Donc j'ai quand même l'impression que c'est en train de prendre un peu cette tournure-là, ce qui ne me pose pas de problème, hein, je l'assume parfaitement, mais c'est plus par rapport à mon côté un peu réservé. Et, par contre, bien évidemment, je suis à disposition si je peux aider, mais c'est vrai que comme il y a quand même toujours un côté compétition les uns entre les autres, donc jusqu'à maintenant, non, je ne me sentais pas dans cette position-là, mais j'ai bien peur que ça soit en train d'arriver. Et du coup, vous verriez, à l'instar de votre oncle, endosser peut-être un rôle fédéral de sélectionneur. Je vais donner la même réponse. Jusqu'à maintenant, je disais clairement non tout de suite, parce que je ne me sentais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Aujourd'hui, je vais dire non, parce que je me sens encore compétiteur, mais pourquoi pas un peu plus tard. Mais c'est comme avec ce podcast. Vous aviez dit non, et puis un jour un peu moins non, et puis aujourd'hui vous êtes là. Les choses évoluent avec le temps. Hein. On espère que Thierry aura le même discours. Voilà. Vous êtes
en première ligne pour observer le sport depuis bien longtemps, puisque vous l'avez d'abord observé comme enfant et puis ensuite comme adolescent, en étant extérieur comme fils ou neveu, et puis ensuite bien sûr comme acteur principal. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de ce sport sur les 10-20 dernières années ? Comment vous l'apercevez ? Est-ce que vous trouvez que tout évolue dans une direction qui est favorable au sport, favorable aux chevaux, favorable à la fédération en tant que fédération sportive, en termes de nombre de licenciés, de structures, etc. Ou est-ce que vous trouvez qu'il faudrait aussi mettre des gardes de fous parce qu'il y a des endroits où vous aimeriez qu'on ne s'éloigne pas trop de la ligne qui était la ligne directrice à l'époque où Jean-Yves, Thierry étaient eux-mêmes cavaliers, par exemple? Alors, c'est une vaste question. Il y a beaucoup de choses. C'est une vaste question. C'est évident que tout évolue. Le sport évolue, les relations avec les chevaux, le monde évolue. Enfin, à tous les niveaux, il y a une évolution. Donc, moi, j'ai commencé la compétition il y a une trentaine d'années maintenant. Le niveau ne fait que d'augmenter. Je me pose toujours la question jusqu'où ça va aller. Je parle même en saut d'obstacle quand je vois les hauteurs, la construction, les distances, le matériel aussi léger qui peut être. Nous, c'est pareil sur le cross. À l'époque où mon père montait, c'était l'arrivée des directionnels, les premières pointes. Ça faisait un dégât pas possible quand c'est arrivé. Aujourd'hui, c'est devenu complètement banal. Enfin, voilà. Donc, techniquement, je me demande jusqu'où ça peut aller. Maintenant, on reste encore une fois avec des animaux et le respect de l'animal prend de plus en plus d'importance. Ce que je trouve bien, maintenant, c'est toujours à quel niveau mettre le curseur entre le sport, la compétition et les résultats et le respect de tout ça. Je l'ai dit, je suis pas un grand donneur de leçons. J'ai pas trop de. Moi, je vis ça de l'intérieur. J'essaye de trouver ma place par rapport à tout ça, de respecter un certain nombre de choses, en même temps de rester dans le coup, de rester compétitif et par rapport à ce qui se fait partout. On est obligé de s'adapter, on est obligé de suivre le mouvement. Maintenant, vous dire où on en sera dans 10 ans, enfin en tout cas dans la discipline du concours complet, on est obligé de se poser beaucoup de questions. Moi, je suis passionné aussi des courses, des chevaux de course, et notamment des courses d'obstacles. Donc j'entends beaucoup de discours là-dessus. Ils sont aussi très inquiets sur l'évolution de tout ça. Donc se prononcer, ce qui est certain, c'est qu'il faut l'avoir en tête, il faut en être conscient. Et si on veut que notre sport perdure et reste en premier plan, il faut vraiment faire attention à tout ça, prendre en compte les évolutions dans tous les domaines, parce qu'on est obligatoirement concerné et menacé un petit peu par l'évolution du monde actuellement. Hein. J'ai vraiment le sentiment, en tout cas, que le monde du concours complet s'est saisi de tous ces enjeux et nous, on n'est pas très immergé dans le concours complet. Il faut dire que c'est rare, à part sur les très grands championnats, qu'il y ait du concours complet en même temps que du saut d'obstacle, à part en indoor, mais c'est quand même pas du tout le même sport. Et moi, je sais que, par exemple, la première fois que j'ai vu un complet, c'était à Pau. J'avais fait la reco avec Maxime Livio. Et bon, je m'étais dit, OK, c'est dur, mais voilà. Et le jour où je suis arrivée à badminton, mais j'ai eu des vertiges. Je me suis dit, mais c'est pour le coup, ça me paraissait infaisable, vraiment très dur. Et puis on était à Paris, on était sur le cross et on a vu le cross que Pierre Le Goupil a dessiné et je l'ai trouvé très respectueux des chevaux, très juste pour les chevaux, pour le sport. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi, le fait que vraiment chefs de piste, cavaliers, organisateurs se sont saisis des enjeux et ont essayé de trouver des solutions pour rendre le sport toujours aussi fascinant, mais beaucoup plus safe quand même pour les athlètes chevaux cavaliers? C'est vraiment les discussions et l'état d'esprit, comme vous dites, au niveau des chefs de piste, des cavaliers, enfin des organisateurs. On est tous dans cet état d'esprit-là. Et l'exemple de Paris en est un bon. Après, pour moi, aujourd'hui, le concours, encore une fois, je parle du concours complet, on se dirige quand même depuis quelques temps sur deux systèmes un peu différents. Vous parliez du 5 étoiles de Pau ou de badminton.
le circuit des 5 étoiles est un autre circuit. Les championnats, Jeux Olympiques, tout ce qui est plus médiatisé est un autre circuit. Les chevaux sont pas, au fur et à mesure, on se rend compte que les chevaux sont pas forcément les mêmes non plus pour être compétitifs dans les uns et dans les autres. Ça, encore une fois, ça me paraît obligatoire et les Jeux Olympiques de Paris ont été une vraie réussite à ce niveau-là parce que ça a été sportivement, ça a été magnifique et tout s'est très bien passé. L'image qui a été rendue a été extraordinaire. Moi, je faisais partie des gens qui n'étaient pas trop pour le château de Versailles et tout ça. Et en fait, avec le recul, c'était vraiment extraordinaire et ça a vraiment mis en avant les sports équestres en général, mais pour le concours complet avec le cross dans le parc du château, je pense que ça a été vraiment... C'est des événements comme ça qui vont nous permettre justement de continuer et de faire avancer la discipline et de rester en premier plan, de rester un sport olympique. Mais encore une fois, il faut vraiment avoir conscience de tout ça. Mais c'est déjà le cas, mais il faut rien lâcher à ce niveau-là parce que sinon on va être amené à disparaître. C'est justement là où je voulais en venir. Est-ce que vous êtes inquiet quand même pour l'avenir du sport? Parce que nous, on a déjà parlé de ça avec Michel Asseret et moi personnellement, je me pose toujours la question entre comment en fait est-ce qu'on va faire pour que le concours complet reste le concours complet et qu'on ne le dénature pas en fait, parce que en mettant des obstacles mobiles, en allégeant un peu le matériel, tout ça, est-ce qu'on se dirige pas vers la fin de cette discipline quelque part, en tout cas du cross en lui-même? La fin de la discipline, non, mais c'est déjà très différent. Encore une fois, moi je parle de l'époque de mon père et de mon oncle et d'aujourd'hui, c'est plus le même sport. Le niveau du dressage a augmenté, mais de façon incroyable. Le niveau du saut d'obstacle aussi. Et le cross a été à l'époque, si je vous sors les albums photos de mon père et des Jeux Olympiques de l'époque, c'est même, faut vous demander même si il y avait... Et ça se faisait et tout, mais l'évolution, voilà, moi avec mes albums photos entre ceux de mon père, mon oncle et puis les miens, je peux vous la faire, l'évolution, je peux vous la faire de A à Z. Et il y a déjà eu une progression incroyable. Vous avez jamais peur quand vous vous lancez sur un cross? Alors je me suis dit que le jour où je ressentirai ça sera sûrement le moment d'arrêter. Jusqu'à maintenant, non. Mais des appréhensions. Pour le moment, je me sens plus gagné par le stress de la compétition et du résultat que la peur réellement. Maintenant, avec le temps, avec l'âge, je pense quand même être de plus en plus prudent instinctivement, naturellement, sans faire exprès. Et encore une fois, quand je sentirai que ça me rendra moins compétitif, ça sera aussi pour moi le moment d'arrêter, quoi. Donc la peur ou comment dire, la prudence exagérée, c'est des signes auxquels je suis attaché. Et ça sera... Mais voilà, pour le moment, j'en suis pas là, mais j'ai bien conscience. Ça reste quand même un sport où, entre guillemets, à risque. Et encore une fois, c'est une question à quel niveau on met le curseur des risques qu'on prend. Et ça, voilà, on va à la chute, on prend pas de risque, on va pas tomber, mais on n'est plus dans le coup parce qu'on prend du temps et ainsi de suite. Tout ça, c'est quelque chose qui cogite beaucoup dans la tête des cavaliers constamment, en tout cas dans la mienne. Donc je suis en permanence en réflexion et sur mon ressenti par rapport à ça, ce qui me permet de me dire, de me situer un petit peu par rapport à la compétition. Vous disiez que les cavaliers, en tout cas le niveau en dressage en saut d'obstacle avait considérablement évolué, mais il y a aussi une chose, c'est que les chevaux sont plus les mêmes. Enfin, quand on regarde les chevaux maintenant, alors nous c'est vrai qu'on regarde principalement la discipline du jumping parce qu'on a peut-être un œil un peu plus avisé sur le truc. Moi j'ai vraiment l'impression de voir des sauteurs et moins des chevaux qui vont sauter mais en poussant un peu, avec moins de respect, etc. Je me rappelle que je crois que c'était à Tokyo, je suis en train de réfléchir, alors je sais plus qui des 4 cavaliers, mais avait un cheval qui sautait, mais incroyable. Je m'étais dit, le cheval saute fantastique, alors qu'il a couru le cross hier, etc. Quid de la poule et de l'œuf? Est-ce que c'est les chevaux qui ont changé et du coup les cavaliers qui ont des outils un peu plus affûtés pour ces disciplines, ou est-ce que c'est les cavaliers qui portent davantage d'attention à ces disciplines et par extension font progresser les chevaux aussi et ont des meilleurs sauteurs, des meilleurs dresseurs parce qu'ils s'investissent un peu plus sur le travail? Vous avez tout donné la réponse dans la question.
Les deux ont évolué. Aujourd'hui, on a une qualité de chevaux qui est... Même moi, j'en rigole assez souvent avec mon père. S'il me ramenait Galante Sauvagère et Hidalgo de Lille aujourd'hui, je suis pas certain que... déjà, je suis pas certain qu'il ferait la même carrière. Et je suis même pas certain que moi, je me lancerais à aller travailler et que j'investirais du temps sur ces chevaux-là aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, Hidalgo, il a fait 5 barres sur le Grand Parquet à Fontainebleau 3 semaines avant d'aller gagner badminton. C'est des exemples aussi qui sont assez marquants. Galant, il a fait 4 barres au championnat de France des 7 ans avant d'aller gagner le mondial du Lion à la fin de l'année. Bon, tout ça, je crois qu'aujourd'hui, par rapport à l'évolution des choses, donc c'est pareil, c'est des exemples pour moi très, très clairs. Lorlaï le disait un peu plus tôt, juste avant, on était avec Martine Fuchs, qui est, en tout cas, qui a envie de porter sa voix pour faire avancer le sport. Vous êtes beaucoup plus discret, mais quand même. J'aimerais bien savoir si c'est important pour vous, quand même, de faire avancer le sport, de pouvoir aussi affirmer vos opinions. Je vous parle de ça parce qu'en préparant l'interview, je suis retombée sur un article qui date, puisque c'était avant... Oui, qui date un peu, mais c'était avant Tokyo quand même. Pardon. Mais vous parliez de ce nouveau format A3 qui n'est plus nouveau finalement aujourd'hui et qu'on a complètement adopté. Vous vous érigiez un peu contre ça, comme nos cavaliers de saut d'obstacle. Est-ce que c'est important pour vous quand même de défendre votre sport malgré votre personnalité un peu... Moi, j'ai du mal à donner mon avis et à prendre position tant que je suis concerné directement, en fait. C'est pour ça que, évidemment, que j'ai des ressentis, que j'ai des idées. Mais étant concerné, je trouve ça... je ne suis pas très à l'aise. Comme tout à l'heure, vous me demandiez si je donnais des conseils aux autres cavaliers et tout ça. J'ai du mal à faire les deux en même temps. Je pense que j'aurais aucun souci avec ça le jour où j'aurais raccroché les bottes et que je serais là dans ce rôle-là. Il y a des cavaliers qui font tout, mais quand on est concerné, aller dire aux autres comment il faut faire et puis une heure après soi-même se tromper, je trouve ça ridicule, donc je préfère rien dire et aujourd'hui, voilà, faire évoluer ma discipline, donner mon avis. Pour moi, c'est aujourd'hui, je me sens concerné directement et j'ai du mal à prendre position. Voilà, c'est pas que j'ai pas les idées ou pas l'envie comme. C'est vraiment voilà, donc en fait moi je pars toujours du principe qu'il y a des choses qui sont mises en place. Il y a 3 cavaliers aux Jeux Olympiques et les 3 comptes, c'est pas ce que je préfère. Moi j'étais habitué à 4 cavaliers, les 3 meilleurs, pendant 20 ans voilà, mais c'est comme ça et c'est pour tout le monde pareil. Donc dès le moment que c'est pour tout le monde pareil, à l'arrivée, il y aura quand même... vous voyez, j'ai un peu ce côté un peu fataliste, mais c'est pas ce que je préfère. Mais c'est pour tout le monde pareil. Comme quand il y a des critiques sur un obstacle, sur un parcours, on a le droit de donner son avis, mais dès le moment que le chef de piste a fait le choix et que c'est comme ça, et voilà, la compétition, elle est la même pour tout le monde. Est-ce que vous, juste pour, je m'attarde un tout petit peu là-dessus pour aborder un autre sujet, mais est-ce que vous y voyez quand même l'avantage qui était mis en avant au départ, qui était de dire il faut rendre notre sport plus médiatique, le simplifier, le faire aller peut-être aussi un peu plus vite pour le grand public, avoir plus de nations parce que ce qu'on disait avant de commencer l'interview, c'est que les cavaliers de concours complet n'aiment pas trop se mettre en avant, vous n'êtes pas le seul, et parfois c'est difficile aussi de... suivre cette discipline qui n'est pas trop médiatisée. Alors déjà que les sports équestres, c'est pas ça non plus, mais quand même, le concours complet aujourd'hui, c'est quand même difficile de le suivre, d'en être informé. Est-ce que ça a quand même eu cet avantage d'après vous ou pas ? Je ne crois pas que ça soit attaché au nouveau format, parce que le nouveau format, c'est pour les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, c'est la seule épreuve qui est médiatisée pour nous. C'est le seul concours principalement où on a le sentiment d'être médiatisé comme les autres disciplines équestres, mais comme tous les sports. Donc le format pour la médiatisation, de toute façon, moi,
par rapport au grand public, notre système de points est incompréhensible avec le moins quelque chose au dressage, plus ça. Moi, je le comprends toujours pas. Et là, aujourd'hui, quand on vous rajoute les 11 points quand vous touchez les 15 points quand vous touchez un fanion, j'ai suivi les championnats d'Europe à la télé cette année. Moi-même, je ne comprenais plus rien. Ils mettaient des 15 points, puis après, ils les enlevaient quand ils avaient revu les vidéos, et puis 11 points quand on fait tomber un mime. Et... Bon, voilà, moi pour ça, mais comme je vous dis, c'est pareil, c'est pour tout le monde pareil. Mais si je dois apporter quelque chose à ma discipline, ça fait partie des points qui pour moi sont incroyablement ridicules depuis tant d'années et qu'on simplifie pas tout ça, quoi. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les incroyables performances avec les médailles de Rio, de Tokyo et de Paris ont servi la discipline en termes de médiatisation, d'attractivité pour les sponsors, d'attractivité pour les mécènes? Énormément. Ça a été avant-après, quoi. Exactement. Et puis comme ça s'est renouvelé tous les 4 ans, alors évidemment, la ferveur des Jeux Olympiques redescend toujours progressivement, mais on a eu la chance de ramener des médailles à 3 Olympiades de suite. À chaque fois, ça en remet un coup et ça fait partie des raisons, c'est pas la seule, hein, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles la discipline, en tout cas en France, continue à motiver des gens, à intéresser des gens. Moi, je m'en rends bien compte par rapport à mes partenaires, par rapport à mes propriétaires de chevaux, investisseurs et tout, même si c'est pas facile, il n'y a rien de facile aujourd'hui, mais c'est évident que ça a beaucoup de poids. Je vous écoutais, et alors je pense à un truc qui n'a rien à voir, du coup je vais changer de sujet. Je discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait dans le complet, les gens sont beaucoup plus simples. Le complet, c'est beaucoup plus simple, l'ambiance y est plus simple, plus authentique, beaucoup plus abordable, alors que le saut d'obstacle, c'est beaucoup plus superficiel, c'est un peu plus superflu, un peu plus m'as-tu vu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous vous retrouvez vraiment dans ces valeurs du concours complet, beaucoup plus terriennes, beaucoup plus proche peut-être du cheval, on est avec les bottes en caoutchouc dans la boue et c'est plus sympa. On me disait qu'il y avait vraiment un esprit d'entraide dans le concours complet, que tout était plus sympa, les bénévoles, enfin peut-être que c'était très subjectif, hein, mais en tout cas, est-ce que c'est une lecture que vous faites aussi? Oui, c'est incontestable. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Maintenant, les explications, les raisons, je pense que l'argent y est pour beaucoup. Nous, alors ça fait partie. On s'en plaint de pas qu'il n'y ait pas de dotation, qu'on gagne pas assez d'argent en compétition, mais en même temps, c'est aussi ce qui préserve un petit peu le côté passionné, forcément, parce que vous faites pas du concours complet pour l'argent, ça c'est sûr. Donc c'est que des gens, ça attire forcément des gens passionnés par la discipline, passionnés par le cheval, par la compétition, passionnés par l'extérieur. Donc ça amène forcément une différence à ce niveau-là entre les deux disciplines. Après, moi j'aime beaucoup le saut d'obstacle. Mais c'est vrai que le saut d'obstacle évolue dans un milieu quand même très différent, un milieu beaucoup social. Beaucoup plus feutré. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui me fait beaucoup sourire, c'est que l'image, ça va mieux maintenant, mais l'image du concours complet et des chevaux pour qui la discipline est difficile parce qu'on galope pendant 10 minutes. Quand je vois le rythme des compétitions des chevaux de CSO, parce que moi, comme je suis passionné, je regarde tous les résultats, tous les week-ends de toutes les grosses épreuves parce que ça me plaît par passion. Que le moindre cheval qui arrive à 8-9 ans à sauter un petit peu, 1m50, 1m55, pendant 6 mois, 1 an, on le voit gagner tous les dimanches, et puis c'est fin de carrière, et ça se répète, enfin vous le savez sûrement mieux que moi, mais ça me fait beaucoup rire quand on voit les chevaux partir au trot, quand ils rentrent dans la détente, les ferrures qu'ils peuvent avoir, et tout ça, enfin, je critique pas, oui. Après c'est pas... C'est une observation. C'est une observation, bon, évidemment je vais défendre ma discipline du concours complet, mais nous, on a des dizaines et des dizaines, la plupart des bons chevaux à 15, 16, 17 ans font encore du haut niveau parce qu'ils font 4 complets par an et que derrière n'importe quelle épreuve, ils ont un temps de récupération, que les déplacements... moi, je préférerais 100 fois avoir la vie de cheval de complet que la vie de cheval de concours hippique. Mais je pense que tout ce qu'il y a autour, la valeur des chevaux, l'argent, les 100 000 euros vainqueurs du Grand Prix du dimanche tous les dimanches et plusieurs week-ends et plusieurs concours par week-end et tout ça,
fait que moi c'est voilà, vous me demandez mon avis, après c'est pas tout dépend comment les cavaliers, je vais surtout pas donner de nom, mais c'est pas géré de la même façon de la part de tous les cavaliers, mais c'est un système, parce que je connais aussi des propriétaires de chevaux de haut niveau. Le système est fait comme ça, et il faut tourner, il faut prendre des points, il faut rester dans les 30 meilleurs pour avoir les concours. Enfin, vous connaissez ça bien mieux que moi, mais le système est fait pour ça. Et vous disiez que les chevaux duraient plus longtemps. Pourtant, alors ça, nous, on n'en a pas fait l'expérience, mais pourtant, de ce qu'on a compris, notamment au Royaume-Uni, qui est un peu vraiment quand même la nation très très forte avec plein de concours, je crois que les concours, c'est dans un champ avec 3 barrières. Je veux dire, on est loin des pistes tout bien Clément et qui pousse ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus... c'est basique. Tout à fait. Mais les chevaux tiennent. Parce que c'est pas forcément... Encore une fois, c'est des discours que j'ai avec les anciens comme mon père ou mon oncle. À l'époque, ça se faisait comme ça, et les chevaux duraient aussi. Cette évolution des carrières, des sols et tout ça. Alors nous, on demande beaucoup d'efforts maintenant aux organisateurs pour la qualité du sol du cross, pour préserver nos chevaux, c'est normal. Mais on reste quand même à galoper dans l'herbe, dans des champs, et puis il y a encore très peu de temps, mais comme vous dites en Angleterre, il y a encore des compétitions où tout se passe dans un champ, et ça se passe très bien. C'était drôle, pendant badminton, quand j'étais allée avec un partenaire, j'étais logée chez Libicide, parce que donc, c'est une cavalière britannique qui fait notamment badminton, et bizarrement je crois qu'elle ne fait que badminton, je crois tous les ans. Donc elle a sa jument qui est, je crois, 0 la dernière fois à l'époque où j'y étais sur le cross, qui est encore 0 cette année sur le cross, donc vraiment excellent cheval de concours complet. Et elle était vraiment, ils ont 2 box dans un coin du jardin, pas de carrière, enfin un espèce de rond de longe en sable, et elle bosse, et elle a ses chevaux, elle a quand même 2 chevaux qui font du haut niveau, donc une qui est capable d'être sans faute dans le cross de badminton, et c'est son système. Et ça m'avait marqué, je m'étais dit, on est très très loin. C'est vrai que nous, souvent, on va pour le travail, pour les interviews, dans les structures de cavaliers de jumping ou autre, on est très loin du compte, quoi. Enfin là, vraiment, et je me suis dit, waouh, elle arrive à garder sa jument depuis autant d'années, à faire du haut niveau, avec vraiment 2 box en bois au bout du jardin, et elle monte dehors. Mais pour moi, c'est simplement la preuve que ça ne dépend pas forcément parce que le box fait 5 par 5, il peut faire que 3 par 3. Si les sols sont corrects en herbe, ça va très bien. On n'est pas obligé d'avoir le dernier sol qui vient de sortir qui coûte une fortune. Et puis ça va beaucoup avec la gestion Là, tout à l'heure, j'étais un petit peu dur avec le saut d'obstacle, mais comme je vous dis, comme je regarde beaucoup ça de près, il y a quand même quelques cavaliers que j'admire, qui font durer leurs chevaux, qui fonctionnent avec des objectifs, qui courent pas pendant certains... Ça dépend principalement de ça, parce que, enfin moi en tout cas, je pense... Ça dépend du programme. Comme je disais au début de l'interview, vous me demandez, moi c'est le cheval qui fait le programme. Et le problème pour moi du saut d'obstacle, c'est que c'est pas le cheval qui fait le programme, c'est les enjeux, les impératifs. Les enjeux, les impératifs qui font le programme des chevaux, et c'est eux qui trinquent, quoi. Donc je pense que ça, mais c'est pas le cas de tous. Encore une fois, je vois qu'il y en a qui savent le faire, donc c'est possible, mais c'est sûrement compliqué. On va terminer et bientôt vous libérer, Nicolas. On a juste quelques petites questions rapides à la fin de l'interview. Si vous ne deviez conserver qu'un seul souvenir de votre carrière, qu'un seul moment, lequel ce serait ? Je dis toujours la même chose, c'est ma victoire à badminton. Ok. Sans problème. Badminton, c'est quand même quelque chose. Si vous pouviez adresser un mot au Nicolas de l'époque, quand il avait 16, 18, 20 ans, et qu'il arrivait au niveau, à vous-même en fait, mais celui de 18 ans, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Nicolas qui a 18 ans. Ouais. Vous, quand vous aviez 18 ans, si vous pouviez vous parler dans le passé. Sacrée question. Là, ça se complique. Tu m'avais pas prévenu. Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Bon courage. Tu vas y arriver, mais bon courage. Ouais, ne lâche rien, la route va être longue. Bon, est-ce que on vous souhaite de partir à 70 ans sauter la 1,5 m du coin en étant compétiteur? Comme je vous ai dit, je sais pas du tout, parce que ça rejoint la question de départ que
vous parliez de Martin Fuchs qui disait qu'il savait qu'il ferait les Jeux Olympiques, que c'était pas possible autrement. Moi, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai toujours fonctionné par motivation de l'événement, quel qu'il soit. Donc, je sais pas. Pour le moment, je me sens encore compétitif à haut niveau. Est-ce que quand ça va baisser de niveau, est-ce que je vais avoir envie de continuer et rester compétitif en baissant de niveau ? Est-ce que je vais avoir envie d'arrêter ? Moi, je fonctionne un peu au jour le jour. Comme je disais, les Jeux de Paris étaient vraiment un objectif pour moi. J'avais tout mis en place pour essayer d'y être. J'ai eu la chance d'y aller et que ça marche. Je me repose un peu les questions tous les 4 ans. Donc, je me suis posé la question l'hiver dernier. Je sais que je repars pour 4 ans avec comme objectif Los Angeles parce que j'ai le sentiment de pouvoir encore défendre mes chances, prendre du plaisir, parce que j'ai des sponsors et des propriétaires qui me soutiennent. Donc je fonce. Il reste 3 ans maintenant. Qu'est-ce que je déciderai ? Franchement, il faut que... Voilà, moi, ça marche par... ma motivation, c'est la passion. Voilà. Donc, j'ai vraiment pas de plan à long terme, très sincèrement. Merci beaucoup Nicolas pour le temps, finalement 55 minutes quand même d'échange. Hein, et j'ai encore plein de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'on va recevoir une pluie de messages. Je les ferai passer à Barbara, comme ça vous pourrez avoir une idée, mais je sais d'avance qu'on va recevoir énormément de messages suite à cet épisode, et je sais que tout le monde va nous demander un épisode avec Thierry, donc on compte sur vous pour je vais essayer de vous aider. De l'aide. Merci beaucoup. Merci.